Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'infos sur Public Sénat, sur Sud Radio et sur TV5 Monde qui retransmet cette émission dans 200 pays et territoires aujourd'hui, car notre invité, c'est le révérend Jesse Jackson. Bonjour révérend, bonjour. Vous êtes militant des droits civiques, 2 fois candidat pour la nomination du Parti démocrate à l'élection présidentielle américaine. On est ravis de vous accueillir et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Michael Zamès de Public Sénat et Christophe bonjour. Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe bonjour. Bordet, nous serons rejoints en deuxième partie d'émission, révérend, par Olivier Royan de Paris Match et André Crétenant de TV5 Monde. Révérend Jackson, vous êtes à Paris à l'invitation du gouvernement français et de Georges Paul-Langevin, qui est la ministre des Outre-mer, pour l'anniversaire de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Vous avez pris... Est-ce que je peux vous dire que je suis ravi d'être ici déjà. Vraiment, j'étais ravi de participer à cette journée. Paul-Langevin m'a accueilli. J'aime beaucoup sa vision de l'Outre-mer. Et Christiane Taubira également. On va y revenir, bien entendu. On s'est senti vraiment très bien accueillis. Je les remercie. Voilà, vous avez d'ailleurs pris la parole aux côtés de François Hollande à cette occasion. Vous avez également rencontré les dirigeants français. Or, une polémique est née hier sur les réseaux sociaux après un dîner que vous auriez eu mardi soir avec Jean-Marie Le Pen, qui est perçu ici en France, vous le savez, comme étant à l'opposé des idées qui sont les vôtres et des combats que vous avez menés toute votre vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les circonstances de cette rencontre incroyable avec Jean-Marie Le Pen? Eh bien, on m'a dupé, car personnellement, je trouve que son opinion des Noirs et son antisémitisme, ses vues xénophobes sont tout à fait répugnantes et je ne l'ai pas reconnu tant c'était trop tard lorsque j'ai vu qu'il était là. Et donc, j'aurais préféré me concentrer sur d'autres choses. J'aurais préféré me concentrer sur le journée de la mémoire et je dois dire que ça a été un petit peu... Les circonstances de ce dîner, comment ça s'est passé? Vous êtes retrouvés, j'ai été piégé. Comment? Bien, vous savez, je connaissais quelqu'un, je suis venu une journée en avance et cet ami nous a invités et je ne savais pas qu'il le connaissait. Mais vous savez, il est très important de dire que son opinion des Noirs, ses opinions xénophobes, son antisémitisme sont répugnantes, et en particulier de la part d'une personne en France. Christophe Bordet. Moi, révérend Jackson, on parle de Trump aux États-Unis, on va en parler au cours de cette interview, inévitablement. Mais Marine Le Pen, la fille de Jean-Marie Le Pen, est en tête dans les sondages en France, au moins au premier tour de la présidentielle. Comment vous analysez ce parallèle où on s'aperçoit que les extrêmes, que ce soit aux États-Unis ou en France aujourd'hui, séduisent de plus en plus? Aux États-Unis, c'est l'impact des extrêmes qui se servent de la pauvreté. Ils utilisent la pauvreté. Il y a un groupe de la population qui est pauvre et on a tendance à utiliser des boucs émissaires finalement aux États-Unis. Comment les pauvres peuvent admirer Trump qui est milliardaire? Bien, vous savez, en général, Donald Trump était une superstar dès le début. Par exemple, il y a un fort chômage. Les Mexicains ne prennent pas de travail aux Américains. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça, mais les Mexicains sont les boucs émissaires. On attaque les musulmans et tout ça n'est pas correct, c'est injuste. On attaque les réfugiés également. Alors que c'est un petit peu de notre faute s'ils arrivent. Et donc, ces visions ne correspondent pas à des choses qui peuvent apporter la paix. Dans un instant sur Donald Trump, simplement vous étiez en France pendant quelques jours. D'une part, est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose a changé depuis les attentats en France? Et les personnes que vous avez rencontrées en France, les personnalités politiques, quelle est la personnalité pour vous a le plus d'avenir aujourd'hui?
Je dois dire que le président Hollande a un très bel avenir, très bonne vision du monde. Il faut voir le monde pas à travers le trou de la serrure. Imaginez un peu Paul Langevin, par exemple, sa vision du monde. Il est très important de ne pas avoir une vision étriquée du monde et voir le monde à travers le trou de la serrure. Il faut penser à la démocratisation de la richesse et pas seulement la démocratisation des votes. Et donc la population doit avoir plus et pas moins. Alors nous voyons par exemple de la drogue, des armes dans les villes et il y a de moins en moins d'emplois. Donc il y a trop d'armes, trop de drogue et pas assez d'emplois et ça crée un cycle de peur. Puisqu'on parle de François Hollande, il y a une présidentielle en France en 2017. Pourquoi, selon vous, la France n'a pas son Barack Obama pour 2017? Est-ce qu'il y a un plafond de verre en quelque sorte? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un plafond de verre qui fait qu'un certain nombre de personnes issues de la diversité ne peuvent pas atteindre la candidature à la présidentielle en France? Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas un Barack Obama en France? Vous savez, c'est difficile. Alors, il n'y a pas de journée de la mémoire de l'esclavage aux États-Unis, par exemple. Il n'y a pas eu une loi comme celle de Christiane Taubira sur l'esclavage qui est reconnu comme un crime contre l'humanité. Donc il y a vraiment une saison de ténèbres aux États-Unis. Et on voit que c'est en Guadeloupe qu'il y a le musée de l'esclavage. C'est en Guadeloupe, pas en métropole. Et donc on a parlé également de discrimination positive, mais on voit qu'il y a en quelque sorte des différentes manières pour aller de l'avant, mais il faudrait trouver des manières d'avoir un monde plus civilisé. Il serait agréable d'avoir plus d'accès à la communication. Plus il y a de communication, plus ça marche. Nous sommes tous voisins aujourd'hui. Il y a plusieurs langages, mais un seul message. Les droits de l'homme pour les êtres humains. C'est le révérend Jesse Jackson qui est l'invité de notre matinale d'info ce matin, qui est également retransmise sur TV5 Monde. Révérend Jackson, Donald Trump est-il le symptôme d'une maladie grave du Parti républicain américain? C'est ce qu'écrit l'Express cette semaine, un excellent article consacré à Donald Trump, que je montre, de Cécile Belin, qui dit au fond, Trump c'est le symbole de cette maladie du Parti républicain américain, que vous connaissez bien. Alors, il s'est attaqué à de nombreuses personnes, il a essayé d'isoler certaines personnes. Vous savez, si on attaque les Mexicains, nous avons 2000 miles de frontières avec les Mexicains, ils doivent être nos alliés, pas nos adversaires. Songer à construire un mur, ça ne va pas se produire d'ailleurs. Il y a également des musulmans, il y a plus de musulmans dans le monde que d'Américains. Donc c'est vraiment une vision ignorante de ce qu'est l'islam. On voit l'islam à travers le monde. Est-ce qu'il peut gagner Donald Trump contre Hillary Clinton? Est-ce qu'il y a une possibilité, une vraie possibilité qu'il gagne l'élection américaine? Je rappelle qu'il va être très vraisemblablement en finale. Alors c'est possible, mais c'est peu probable. C'est possible parce qu'on a vu que Hillary Clinton allait certainement avoir la nomination, mais sa vision sur la justice économique, le changement climatique, l'égalité homme-femme, la justice raciale, eh bien, toutes ces idées, ça lui a permis d'avoir un grand soutien. Je pense que les États-Unis pourront aller de l'avant en espérant et en essayant de se soigner qu'en utilisant la manipulation. Il croit plus en Dieu ou en l'argent? Le Donald Trump, il croit plus en Dieu ou en l'argent? Je ne vous comprends pas. Est-ce que vous pensez que dans la campagne de Donald Trump, on ne fait très peu écho de Dieu, de la croyance aujourd'hui dans sa campagne, le Parti républicain, c'est absent de cette campagne. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez? La croyance dans la foi chrétienne. Non, on n'en parle pas beaucoup, en effet. On parle de peur économique. Alors, Jésus, la foi, c'est donner à manger aux pauvres, la charité. Il faut penser à l'amour, il ne faut pas penser à la haine, à la peur. Il faut essayer de voir comment on traite les pauvres, les marginalisés.
les personnes qui sont dans la détresse. Vous savez, c'est vraiment ce qui vous encourage à faire la foi. Et donc, il faut essayer d'offrir le sens matérialiste n'est pas une bonne chose. Il faut avoir ce dont on a besoin pour vivre, évidemment, mais on s'est trop concentré sur le côté matérialiste. Vous regrettez que Barack Obama ne prenne pas plus position pour Hillary Clinton dès maintenant? S'il devait le faire maintenant, ça serait considéré comme fort. C'est un signal. Pourquoi ne le fait-il pas? Pourtant. C'est une question de timing. S'il se lançait en pleine primaire, cela pourrait avoir des conséquences non désirables. Mais de nombreuses personnes la soutiennent, les superdélégués la soutiennent. Elle faisait partie de son administration d'ailleurs et elle a eu de très bons résultats. Vous considérez que l'implication de Barack Obama pourrait avoir des effets négatifs sur la campagne d'Hillary Clinton? Pourquoi? Alors, vous savez, nous avons perdu 800 000 emplois quand il est devenu président. Il y a eu de moins en moins d'emplois, de plus en plus de chômage. Mais pourtant, c'est plutôt l'inverse finalement. Il y a beaucoup de personnes assurées maintenant. Donc la situation s'est vraiment améliorée aux États-Unis. Grâce à Barack Obama, il a un sens d'inclusivité qui a réellement profité aux États-Unis. Et sa femme, ses enfants ont eu une bonne image, un bon impact. Christophe Bordet. Dites-moi, révérend, après Barack Obama, président des États-Unis, donc un noir à la tête des États-Unis, une femme à la tête des États-Unis, est-ce que c'est malgré tout possible? Vous dites Trump, attention, il y a danger. Est-ce que c'est vraiment possible que les États-Unis montrent l'exemple avec une femme à la tête? Vous savez, Hillary Clinton travaille dans l'administration depuis très longtemps. Elle n'est plus considérée comme une femme isolée. Il y a de nombreuses années, j'ai travaillé pour les pauvres dans le Mississippi. Elle a travaillé plutôt pour les pauvres dans le Mississippi. Elle a travaillé pour les enfants en détresse. À la Maison-Blanche, elle s'est concentrée sur la santé. Elle s'est vraiment battue pour les bonnes causes. Parfois, elle était sénateur de New York, élue 2 fois, secrétaire d'État également. Donc, elle a un CV très large, très fourni. Donc, vraiment, elle pourrait devenir la prochaine présidente. Michael Zames. Cette nuit, un policier blanc de Caroline du Sud a été inculpé de crimes violents au niveau fédéral. C'est une première, c'est un fait rarissime. Il avait assassiné un automobiliste noir. Ça avait créé un mouvement pendant 1 an dans tous les États-Unis. Est-ce que c'est pour vous un sentiment d'une victoire ? Vous savez, c'est une victoire qu'il a été traduit en justice. Une personne est morte et on voit une sorte de tendance. Les Afro-Américains représentent 13% de la population américaine. Ils représentent une énorme part de la population carcérale. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'Africains-Américains en prison. Il y a beaucoup de chômage dans la population afro-américaine. Et donc, en Caroline du Sud, c'est une bonne chose qu'il ait été condamné, mais on doit aller plus loin. Alors, lorsque des personnes sont tuées et qu'il n'y a pas de conséquences, là, c'est une tragédie. Lorsqu'il y a des conséquences, c'est une source d'espoir. Aux États-Unis, 975 personnes ont été tuées par la police en 2015, 975 dont 37 hommes noirs tués par un policier blanc à chaque fois. Faut-il interdire une fois pour toutes le port, la détention des armes aux États-Unis? Est-ce que ce rêve, pour nous Européens qui regardons ça de loin, est possible? C'est très difficile. Les armes à feu sont facilement accessibles. 6 000 soldats en Irak sont morts et 30 000 Américains sont morts à cause d'homicides, de suicides. Donc il y a trop d'armes finalement. Il y a un accès trop facile aux armes à feu et donc on a un faux sens de sécurité. Les Kalachnikov, toutes ces armes sont disponibles
disponible et on peut s'en servir vraiment beaucoup trop facilement. Il y a la question de la sécurité nationale d'un côté, et d'un autre côté, il y a le problème d'avoir des armes dans la rue. Finalement, on doit y mettre un terme. Et Hillary Clinton a une position très ferme sur le sujet. Cela faisait partie de ses forces. Révérend Jackson, vous parlez beaucoup d'Hillary Clinton, vous ne parlez pas de Bernie Sanders. Est-il le nouveau Jesse Jackson ? Et est-ce que vous vous sentez tout de même proche de Bernie Sanders, qui se décrit comme socialiste aux États-Unis? Je me sens très proche de lui. On a essayé d'avoir une coalition multiculturelle et il m'a adoubé finalement. Il s'attaque à des sujets concrets. Il a réellement exploité ces choses. On a supprimé l'influence du gouvernement sur les banques et on voit le résultat. Des personnes ont été renvoyées de chez eux. Aujourd'hui, on ne peut plus emprunter. Et donc, réellement, il a essayé de lutter contre le comportement de Wall Street. Il a essayé de parler de la culture de l'excédent, des déficits. Et donc, les jeunes Américains doivent se ranger à ses côtés parfois. Mais s'il avait envie de créer son propre parti, ça aurait des conséquences désastreuses, évidemment. Il pourrait devenir vice-président des États-Unis, vice-président d'Hillary Clinton. C'est une possibilité. Oui, c'est possible, mais par tradition, c'est le vainqueur des élections qui choisit. C'est Hillary Clinton qui devrait prendre cette décision. Elle va prendre en considération plusieurs personnes. Et il y a Vous lui conseilleriez ça à Hillary Clinton? Eh bien, je veux dire qu'il serait un très bon candidat pour la vice-présidence. Alors, il y a beaucoup d'argent en jeu, évidemment, mais il a une position très forte. Il a une très bonne campagne, une campagne très complète. Il a passé plus de temps à parler du changement climatique, de l'économie, de la pauvreté, du chômage, de la justice, de l'éducation. Ce sont les sujets concrets, les sujets qui importe. Il a remis en question la réflexion sur la guerre en Syrie, par exemple. Donc, vraiment, il a pris des positions très, très fortes. Révérend Jesse Jackson, vous avez été aux côtés du pasteur Martin Luther King lors de son assassinat le 4 avril 1968. Est-ce que c'est à Martin Luther King qu'on doit cette Amérique d'aujourd'hui, l'élection de Barack Obama des années après? Vous savez, il y avait l'apartheid avant la ségrégation raciale. Ensuite, il y a eu la loi des droits civiques en 64, le droit de vote. Il y a vraiment une chronologie qui a mené jusqu'à l'arrivée de Barack Obama. En 65, les Noirs ne pouvaient pas voter au début. Et les personnes de 18 ans ne pouvaient pas voter. Il n'y avait pas le système bilingue pour voter. Tout ceci a changé depuis 40 ans que Martin Luther King est mort. On a vu une grande évolution. On voit que Barack Obama est le résultat de tout ce travail. Et il a été un très bon candidat, très bon esprit. Et il avait vraiment une bonne vision du paysage américain. Révérend Jesse Jackson est l'invité de la matinale d'info de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde qui retransmet cette émission à travers le monde ce matin. Vous restez avec nous, Révérend, et on accueille des éditorialistes dont l'un vous connaît bien, Olivier Royan, le directeur de la rédaction de Paris Match, et André Crétenant, le directeur de l'information de TV5 Monde, dans un instant. Bonjour Olivier Royan, bonjour André Crétenant. Olivier Royan, je ne vous présente pas le révérend Jesse Jackson, car vous l'avez connu il y a 28 ans. Vous avez suivi ses campagnes, vous étiez à l'époque correspondant aux États-Unis de Paris Match. Il a changé le révérend Jackson ou pas? Il n'a pas tellement changé. Je me souviens surtout du début de sa campagne. On est donc en 88 et il est dans la ville de Kenosha dans le Wisconsin. Et il a choisi cette ville à titre symbolique parce que c'est l'endroit où Chrysler a annoncé qu'ils allaient fermer
fermer l'usine. Et c'est le début d'une campagne. Il faut savoir que cette campagne, on parle beaucoup de Bernie Sanders cette année. Le révérend Jackson a gagné 11 primaires en 1988, à tel point que Johnny Apple, le grand journaliste du New York Times, avait appelé 88 l'année de Jesse Jackson. Alors je me souviens de ce début de campagne. Il y a une photo qui est formidable pour lui et pour vous moins bien. Hein. Ah oui, c'est ça. Hein. Alors c'est comme ça. Donc, enfin, il y a 28 ans, elle a été prise dans quelles circonstances? Elle a été prise il y a 28 ans sur l'aéroport de Raleigh, en Caroline du Sud. Et c'était l'un des territoires. Jesse Jackson a gagné la Géorgie, il a gagné l'Alabama, il a gagné la Virginie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le début de quelque chose. Il n'en a pas parlé. C'est le début de cette coalition qui a fait gagner Obama en 2008, c'est-à-dire la Rainbow Coalition. C'est-à-dire, tout d'un coup, le vote des femmes, le vote des minorités. C'est un peu lui qui a commencé à mettre en place cette grande coalition victorieuse pour les démocrates en 2008. Oui, c'était un grand changement. On a remporté le New Hampshire. On m'a dit peut-être qu'il ne faudrait pas avoir de débat demain soir parce qu'on va parler de la politique étrangère. Si vous ne voulez pas venir, ne venez pas. Non, vraiment non. La politique, l'esclavage était une politique étrangère. Mais les nouveaux électeurs, la base électorale a permis aux démocrates de remporter le Sud pour le Sénat. Je rajouterai aussi une chose, c'est que le révérend Jackson en 88, le Parti démocrate était plus uni à la même époque qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez endorsé le candidat Dukakis. Je me souviens de la convention d'Atlanta, c'était une convention où les démocrates ont fait preuve d'unité. Là, à 6 mois de l'élection, les démocrates sont divisés. Alors, André Quatennens, vous dirigez l'information de TV5 Monde, vous avez une vision sur ce qui se passe, notamment aux États-Unis, où la chaîne est très regardée. Alors, le débat Trump-Clinton, dont on a parlé dans cette matinale d'info, est-ce que c'est le symbole de l'Amérique d'aujourd'hui? Alors, c'est une partie du symbole. On ne peut pas résumer évidemment l'Amérique à ce duel. On ne peut pas dire que d'une part on a uniquement un discours qui est anti-establishment, un discours qui peut être très xénophobe parfois, et de l'autre côté une candidate de l'establishment politique et qui représente une dynastie politique d'une certaine manière. Non, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'était aussi vos propos sur Bernie Sanders. Et je me suis demandé d'ailleurs si vous ne faisiez pas un parallèle un peu avec votre campagne 2008. Est-ce que vous n'avez pas une sympathie particulière pour Bernie Sanders, le nouveau Jesse Jackson? Dans un autre genre. Je l'apprécie tout particulièrement et j'aime le fait qu'il se soit élevé réellement. Il a vraiment touché de nombreuses personnes. Alors, qu'a fait Bernie Sanders? Eh bien, il est allé sur les campus, il a étendu la participation des jeunes, et donc les jeunes ont trouvé leur place dans les élections. Il devrait rejoindre Hillary Clinton. Il vaut mieux unifier. Olivier Royon, est-ce que Jesse Jackson a raté la marche de la présidence, voire de la vice-présidence des États-Unis? Est-ce qu'il pourrait être en charge des affaires de ce pays, réellement ou pas? Est-ce qu'il était là trop tôt? C'est ça ma question. Jesse Jackson a montré d'abord l'ouverture, il a incarné, depuis Martin Luther King, personne n'avait incarné la présence de la montée de la population noire aux États-Unis, l'accession aux responsabilités. Mais c'est Barack Obama qui est devenu président. Il aurait pu le devenir ou pas? Probablement, je veux dire, il avait cette capacité, cette ouverture sur le monde. On dit toujours que la politique américaine se joue sur des sujets intérieurs. Jesse Jackson avait l'ouverture sur le monde et cette capacité. Je pense qu'à 6 mois d'élection, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais c'est extraordinaire de voir l'incertitude qu'il y a. Les 3 sondages qui sont parus hier matin, à savoir sur la Floride, la Pennsylvanie et l'Ohio, 3 États sans lesquels aucun président depuis 1960 n'a été élu. Et quelque chose s'est passé. Nous avons évoqué l'expansion du dialogue. Par exemple, libérer Mandela. Et donc, nous avons des alliés en Afrique du Sud. Ils nous ont aidés dans le Golfe, par exemple. Nous avons dit qu'il faut avoir une politique différente pour Cuba. Cuba n'est plus ce dont nous parlons. Et Mandela est libéré. Est-ce que vous... Non. Alors moi j'ai encore une question, si c'est possible. Est-ce qu'on sous-estime aujourd'hui encore Trump? Vous avez vu aux États-Unis, la presse, notamment New York Times, considère qu'on a sous-estimé Trump, en tout cas dans la première partie. Il y a un sondage qui vient de sortir qui voit Trump à peu près au coude à coude avec Mme Clinton. Est-ce qu'on est en train de sous-estimer encore la force de M. Trump?
Eh bien, vous savez, il y a une anxiété économique. On a tendance à essayer de l'éliminer pour des mauvaises raisons, éliminer Hillary Clinton, mais réellement, nous pensons que sa vision et son expérience vont être très utiles. On termine avec les images du révérend Jackson pleurant à l'intronisation de Barack Obama. Olivier Royan, vous vous rappelez de ce moment? Je me souviens, oui, de le voir dans un... Il était un peu isolé d'ailleurs, cette larme qui a coulé sur ses... C'était probablement là, il a d'abord été... Il a eu cette phrase très élégante, on lui a dit, est-ce que ce seriez vous? Il a reconnu le succès de Barack Obama, cette campagne victorieuse. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir qu'à l'époque, les démocrates n'étaient pas divisés comme ils le sont. Quand on voit que la campagne de Sanders a attaqué Hillary Clinton violemment hier, c'est une autre époque. Merci André Crétenant. Merci Olivier Royan. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Lorsque je pleurais, c'était vraiment le même moment. J'avais pleuré avec des gaz lacrymogènes avant. Mais vraiment, on a vu tout ce qui a été possible. Mais d'un autre côté, il me semble qu'Hillary Clinton pourrait arriver à la fin. Avec Barack Obama, on a pu changer les lois. On a pu avoir la proportionnalité. Mais Hillary Clinton a dû gagner plusieurs États comme le New Jersey. Mais elle aurait pu gagner en 84. Mais c'est Barack Obama qui a gagné à cause des changements des règles. Elle est devenue secrétaire d'État. Jesse Jackson, merci infiniment d'avoir été l'invité exclusive de Public Sénat aujourd'hui avant votre départ pour Washington. Dans quelques heures, vous rentrez aux États-Unis. Bon retour. Merci d'avoir été présent aux cérémonies d'anniversaire de la commémoration de l'esclavage. Merci beaucoup, Anne. Je ne sais pas. Merci Jesse Jackson. Merci infiniment. Au revoir. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos sur Public Sénat. Rediffusion à 10h30 de cette émission.